Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci d'être là, merci de nous suivre, merci des commentaires. On apprécie tout ça. Continuez à le faire, ça fait chaud au cœur. Allez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. On essaie de grandir un peu cette communauté-là. Et on apprécie tout votre appui. Salim, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Je suis même très content aujourd'hui parce que, George, t'as travaillé fort, hein? T'as travaillé fort. Alors, ceux qui nous suivent sur YouTube vont peut-être constater que autour de nous, c'est un peu différent. C'est parce que dans la dernière semaine, George a travaillé très fort pour mettre à niveau, à changer de place pour organiser tout un studio. Alors, écoute, merci George d'avoir fait tout ça. Là. Le changement de studio, c'est quelque chose que ça fait au moins peut-être 1 an maintenant que je le dis. Je veux changer de place, c'est mieux configuré pour ce qu'on veut, etc., etc. Puis je l'ai jamais fait. Puis j'ai dit, regarde, c'est le temps, là, on va le faire. Mais je t'avoue, Salim, que ça m'a pris beaucoup plus de temps de sortir les jeux des filles qui étaient ici que ça m'a pris pour monter le studio. Non, ben écoute, c'est parfait. Non, mais le studio est magnifique et très beau. Et d'ailleurs, j'ai hâte à ce qu'on reçoive d'autres invités. On en reçoit à l'occasion, comme vous le savez. Alors, ça va être encore plus beau quand on va recevoir des invités. Ben oui. On va commencer. Il y a quand même des nouvelles cette semaine et j'ai été un peu impatient pour t'en parler. On va commencer évidemment on va commencer avec le sondage, right? Oui. Ouais, on va commencer avec le sondage. Un sondage léger qui est sorti en début de semaine. Et regarde, je ne vais pas me taper sur l'épaule, là, mais on le dit quand même depuis les élections du mois d'octobre dernier. Le Parti québécois, franchement, puis je le dis, pratiquement à chaque épisode, il y a quelque chose qui rentre dans les nouvelles, il y a quelque chose. Puis justement, le dernier épisode, on parlait du fait que à 3, ou récemment à 3, maintenant ils sont 4 députés, ils arrivent constamment à faire parler d'eux. Ils trouvent des sujets pour attirer l'attention, de la visibilité. C'est franchement impressionnant. Puis on voyait un peu les chiffres monter graduellement, doucement. Puis là, le dernier sondage léger, là, je pense que la CAQ a de quoi avoir peur. Et surtout, moi, les deux, puis on va parler un peu, on va pas rentrer trop en détail, mais c'est plutôt une analyse de ce qui se passe, puis ça reflète évidemment les pensées, puis l'analyse qu'on avait des mois maintenant. Pour moi, Salim, je sais pas pour toi, mais les deux chiffres que moi j'ai regardés, c'est les intentions de vote. Et le fait que Paul Saint-Pierre Plamondon, maintenant, est considéré comme le meilleur pour être premier ministre du Québec. Et dans les intentions de vote, ils sont pas premiers, mais quand même, 30 versus 26, on est pas mal dans la marge d'erreur. Pour moi, c'est quasiment à égalité. Non, absolument. D'ailleurs, ce sondage-là, ce qu'il démontre surtout, c'est ça. C'est-à-dire que le Parti québécois est définitivement aujourd'hui un joueur majeur sur l'échiquier politique. D'être à 30 versus 26, 30 pour la CAQ, 26 pour le Parti québécois dans les intentions de vote, ça veut dire que ça se resserre quand même. C'est la première fois depuis que la Coalition Avenir Québec a pris le pouvoir qu'on voit une baisse aussi significative des appuis. Et puis, c'est la première fois qu'on voit dans les sondages un parti qui, c'est-à-dire là, en l'occurrence, le Parti québécois, un parti qui, d'une certaine manière, commence à concurrencer le parti au pouvoir. Et ça, c'est quand même impressionnant. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'effectivement, quand on voit des sondages d'opinion comme ça, il faut pas voir juste ces chiffres-là, il faut voir d'autres aspects. Puis l'autre aspect, tu en as fait mention, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon est aujourd'hui, selon ce dernier sondage-là, considéré comme le meilleur premier ministre devant le premier ministre lui-même, François Legault. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on a une population qui considère le Parti québécois et qui considère Paul Saint-Pierre Plamondon. En tout cas, c'est ce que veut dire ce sondage-là. Comme on l'a déjà dit dans le passé, un sondage,
ça ne donne pas une réalité. Il va falloir voir si ça s'inscrit dans le temps, si ça se consolide. Est-ce que le fait que ce soit serré, 30-26, est-ce que on va le voir dans d'autres sondages prochainement? Est-ce que PSPP qui est encore devant, selon le dernier sondage, devant François Legault, est-ce qu'on va le voir dans les prochains sondages? Parce que si c'est juste celui de cette fois-ci, ça va être quasiment anecdotique. Mais si on le voit dans les prochains sondages, jusqu'en début d'année, jusqu'au mois de février, mars, etc., ben là, ça veut dire que ça commence à s'inscrire dans une tendance. Avant d'aller plus loin, puis je sais que tu vas vouloir me challenger un petit peu là-dessus. Moi, je dis quand même qu'il faut quand même rester prudent par rapport à ces résultats-là. Évidemment, moi, je peux pas dire autre chose que oui, c'est vrai, George, tu as 100% raison. Depuis un an, depuis la dernière élection, on voit une évolution favorable au Parti québécois. On ne peut pas la nier. Elle est indéniable. Elle est là, on la voit, on l'observe. Et comme ce que je disais, elle s'est inscrite dans le temps. Là, on le voit bien dans les courbes qu'il y a dans le document PDF rendu public par la firme Léger. Cela dit, moi, je fais partie de ceux qui disent « Soyons prudents parce que je ne sais pas si c'est véritablement un appui au Parti québécois ou est-ce que c'est... la CAQ qui commence, la fissure commence à à grossir un petit peu et par conséquent, il y a des votes qui commencent à sortir de là. Alors, je suis sûr que c'est de ça dont tu as envie de discuter. Mais dans le fond, puis je rappelle aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, Salim écrit un blog... rappelle-moi, c'est Électron Libre. Électron-libre.ca, Électron Libre au pluriel.ca. Et le dernier que tu as écrit, c'est justement sur ce sujet-là. Est-ce que c'est une montée du PQ ou, comme tu as dit, plutôt une baisse de la CAQ ou peut-être une combinaison des deux? Ça reste à voir. Sur le sondage, sur la question du sondage et sur la question de « Ah, ben c'est un sondage, attendons voir », mais moi, j'ai envie de te dire que c'est pas juste un sondage. Ça fait plusieurs sondages maintenant qu'on est en train de voir le PQ augmenter ses appuis. Moi, je pense que la tendance est déjà là. Peut-être qu'elle elle ne s'est pas encore concrétisée, mais je pense qu'il y a assez de résultats et assez de sondages qui ont été faits par le passé, les dernières semaines, peut-être les derniers mois, qui montrent une tendance pour le PQ. Une bonne tendance, c'est-à-dire pour le PQ. Oui. L'autre chose sur ce que tu as dit, est-ce que c'est la CAQ? Ça se peut très bien parce que dans le sondage aussi, il y a le pourcentage de satisfaction envers le gouvernement, puis il y a plus de gens qui sont insatisfaits qu'il y en a qui le sont. Puis ça, évidemment, ça se reflète sur peut-être la montée du PQ aussi. La question que moi... Qui me revient toujours, tu sais, quand on regarde un sondage, puis c'est sûr que comme tu as dit, tu as un peu raison aussi, on peut pas juste se fier sur les résultats d'un sondage. Sur la question de la montée du PQ, comme je t'ai dit, moi je pense que la tendance est déjà là. Mais sur cette question-là, sur les intentions de vote et sur le PQ, ou Paul Saint-Pierre Plamondon qui est perçu comme le meilleur premier ministre, quand je vois ces résultats-là, je me demande toujours, c'est quoi qui a déclenché ça? Pourquoi les gens, tout à coup, regardent à un autre chef de parti puis disent on a besoin de quelqu'un d'autre? C'est quoi cette bougie d'allumage qui dit que est-ce que c'est le temps peut-être de regarder ailleurs? Et on a encore parlé de ça il y a plusieurs épisodes maintenant. Il y a pas mal de votes péquistes dans la CAQ, comme il y a du vote libéral. Est-ce qu'on va voir une CAQ qui va se diviser? Est-ce que ces votes-là vont retourner à la maison? D'où est-ce que la CAQ est allée piger ce vote-là? Pour les libéraux, c'est un gros point d'interrogation pour l'instant. Pour le PQ, je pense que ça risque de peut-être être le cas. Est-ce que c'est la campagne? Est-ce que c'est l'élection partielle d'Jean Talon? Est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que, d'après toi, est arrivé pour que les gens ont dit, garde, assez, c'est assez, gardons
l'offre qui existe ailleurs? Ouais, écoute, c'est une très bonne question. Puis si tu me permets, je vais juste faire une petite mise en contexte. Tu sais, d'une manière générale, c'est tout à fait normal que dans la vie d'un gouvernement, on oscille un petit peu dans les sondages. Donc parfois on est un peu plus haut, parfois on est un peu plus bas. C'est tout à fait normal. Moi, je te rappelle que pour la CAQ, ce qui était anormal, c'est qu'ils ont toujours été haut et très haut dans les sondages. Ouais. Toujours. C'est normal qu'ils soient hauts, mais pas pour aussi longtemps. Oui, non, exactement. En fait, c'est dans ce sens-là que je le disais. Donc, aussi longtemps. C'est-à-dire que la lune de miel entre la CAQ et l'électorat, à tout le moins dans ce qu'on a vu dans les sondages, a duré très longtemps. Ouais. Et alors, évidemment, il y en a certains qui s'en réjouissent, mais la réalité, c'est qu'il y a un retour du balancier de ça. C'est parce que le fait que que ça ne change jamais, que l'aiguille a toujours été plutôt haute, tu te dis que le jour où ça va commencer à changer, malheureusement, ça peut être un peu violent, le retour du balancier, puis c'est un peu ça qu'on observe. Bon, deux choses. La première, c'est que c'est tout à fait normal. La CAQ, elle vient de finir, elle vient de terminer la première année de son deuxième mandat. Ça veut dire que ça fait 5 ans que la CAQ est au pouvoir. Je sais que c'est pas non plus énorme, mais chose est certaine, c'est que l'usure du pouvoir, elle commence au jour 1 où tu prends le pouvoir. Et puis, là, tu sais, c'est comme des airless. Hein, t'en perds au fur et à mesure. Puis, il faut pas oublier qu'il y a eu la pandémie où il y a eu une surmédiatisation. Et donc, cette surmédiatisation fait en sorte aussi que, l'usure se fait aussi plus rapidement. Donc c'est sûr que l'exercice du pouvoir, associé bien sûr au fait qu'il y a eu quelques promesses électorales qui ont été non tenues, pour pas dire brisées. Je parle notamment du troisième lien, mais ce n'est pas le seul, le seul projet abandonné. Et donc, c'est sûr que ça peut avoir déclenché quelque chose qui fait en sorte qu'il y a une espèce de grogne. Mais en même temps, il faut se le dire, qu'il n'y ait pas de grogne à l'endroit d'un gouvernement, c'est pas normal. Ouais. C'est pas normal. Un gouvernement est là pour gouverner, est là pour régner. Enfin, régner, tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire mettre en place un programme sur lequel il s'est fait élire. Et faire bouger les choses, ça déplaît forcément à des gens. Et donc, c'est pas anormal non plus de baisser dans les sondages. Donc, je veux pas dire par là que aujourd'hui, commencer à dire c'est la fin de la CAQ, c'est terminé, les gens vont rentrer à la maison au PQ ou rentrer à la maison chez les libéraux. Non, on n'est pas là. Mais par contre, chose est certaine, c'est qu'on observe aujourd'hui à l'intérieur de cette grogne ou ce désenchantement envers la CAQ, on observe peut-être quelque part l'envie de commencer à se dire, OK, elle est où l'alternative? Puis là, l'alternative, on la voit pas nécessairement encore dans le PLQ, qui n'a pas fait parler de lui pour les bonnes raisons nécessairement dans les dernières années. Je parle un peu, je parle de notamment les questions internes, là, les petites gestions internes qui n'ont pas bien été, quoique il y a un rapport qui est venu leur donner un souffle un petit peu. Je parle de Québec solidaire qui a déçu aux dernières élections et qui là souffrent aussi de quelques problèmes internes avec leur course au co-porte-parole là, je ne sais pas comment ils appellent ça, anyway. Puis le Parti québécois, que personne ne voit prendre le pouvoir demain matin, mais par contre, voit dans PSPP un jeune dynamique, etc. On voit aussi dans les autres députés comme Pascal Bérubé, quelqu'un de conviction. Et puis, les gens étaient prêts à parquer, excuse-moi l'anglicisme, à stationner, si tu veux, leur vote temporairement au PQ. Moi, c'est comme ça que je le vois et je l'interprète. L'avenir nous dira si j'ai raison ou tort. C'est sûr que l'usure, c'est quelque chose qui arrive. Puis moi, ce que je regarde, puis on va pas en parler parce qu'on veut garder quand même des sujets pour des épisodes futurs, mais il y a plein d'affaires dans l'échéancier maintenant qui risquent encore là
de venir donner un coup à la CAQ. Il y a les négociations qui ne vont pas bien. Il y a l'éducation que c'est un peu shaky. La dernière décision d'augmenter les frais de scolarité pour les universités anglophones, c'est vraiment quelque chose que l'opposition, que les libéraux ont pris, puis ils font un peu leur cheval de bataille sur ça. N'oublions pas non plus qu'eux aussi ont des pots cassés à réparer avec la communauté anglophone. Donc, il y a une série d'affaires qui viennent. Il y a la réforme en santé qu'on ne sait pas comment ça va aller. Donc, elle est majeure. Il y a plein d'affaires d'ici la fin de l'année ou peut-être au début de l'année prochaine aussi, là, disons jusqu'au printemps, qui risquent encore de ne pas trop bien aller pour la CAQ. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les oppositions vont profiter de ça. Mais pour revenir au sondage et pour laisser, c'est sûr que moi, le PQ, c'est pas une surprise. On en parle depuis qu'on a commencé ce podcast-là, de ce vent que le PQ a trouvé. Mais ce sondage-là, et on a discuté un petit peu, mais pas trop, la question hypothétique, qu'est-ce qui arriverait si le PQ vraiment prendrait l'avance dans les intentions de vote, puis s'il y avait cet appui-là? On se demandait il y a plusieurs mois maintenant, hypothétiquement, qu'est-ce qui arrive dans une situation comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres répercussions? Puis je pense très souvent au Parti libéral du Québec. Je pense que ce sondage-là, c'est pas juste bon pour le Parti québécois, c'est aussi bon aussi pour le Parti libéral. Et je reviens sur quelque chose que toi, tu avais dit, je sais pas quand, là, mais dans un autre épisode, où, d'après toi, puis je suis d'accord un peu avec toi, il ne peut pas coexister dans une situation de pouvoir et la CAQ et le PQ en même temps. Il y a quelqu'un qui va prendre quelque chose, puis il y a du mouvement qui va se produire. Le seul souhait que j'ai pour les libéraux, c'est qu'ils en profitent un peu de cette montée du PQ pour aller, eux aussi, chercher le vote qu'ils ont perdu à la CAQ. Donc ça, c'est une chose. Donc, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent de ça. C'est sûr qu'on parle du PQ parce que c'est eux autres que ces résultats bénéficient, puis c'est correct. Mais il y a l'autre côté de la médaille que peut-être on ne regarde pas. Moi, je me méfierais de ça si j'étais à la CAQ, le Parti libéral. Et c'est pour ça que je pense que c'est tellement urgent pour ce parti d'aller trouver un chef le plus rapidement possible parce que, comme on a mentionné dans le passé, ils ont pénétré un peu cette armure de la CAQ. Il y a une fissure maintenant. Les sondages, ça va pas très bien. Ils ont besoin d'un vrai chef dans le Parlement pour eux aussi solidifier une montée hypothétique ou je sais pas trop comment la décrire. Et pour finir sur ce sondage-là, et encore là, on en a discuté, et tu as bien fait dans le dernier épisode, je pense, de mentionner que M. Legault va tout faire pour éviter de parler de souveraineté ou de se camper. Est-ce que je suis souverainiste? Est-ce que je suis fédéraliste? Qu'est-ce que je... Puis, on va le voir venir, là, je suis certain, le PQ, ils vont le pousser là-dessus. C'est ça qu'ils veulent. Et si ça arrive, ou s'il y a un petit signe qu'il va vouloir se camper quelque part pour éviter une chute ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui va arriver dans ce caucus? Oui. Moi, c'est ça que je pense. Ben écoute, il y a beaucoup d'éléments super importants dans tout ce que tu viens de dire. Tu sais, déjà, premièrement, à ta question, donc, qu'est-ce qui se passerait, admettons que le Parti québécois passe même devant dans les sondages? C'est difficile pour moi de répondre, j'ai pas de boule de cristal. Mais par contre, tu as évoqué quelque chose que effectivement, ben, c'est une de mes thèses, ça vaut ce que ça vaut. Mais moi, je pense sincèrement qu'il n'y a pas véritablement deux... Enfin, je pense pas qu'il y ait de place véritablement pour les deux partis sur l'échiquier politique. La raison est très simple. Les deux partis poussent pour une sorte de nationalisme identitaire. Et celui qui l'incarne le mieux aujourd'hui, c'est la CAQ. Ce qui lui permet d'ailleurs d'aller chercher des nationalistes habituellement plus souverainistes et des nationalistes non sécessionnistes, donc qui ne sont pas nécessairement favorables à la séparation du Québec. Et c'est une coalition. Donc là, c'est le bout que M. Legault a bien réussi. J'ai envie de te dire que
le Parti québécois, lui, il offre aussi ce nationalisme-là identitaire, à la différence que lui arrive aussi avec l'idée d'organiser un référendum pour réaliser l'indépendance du Québec. Sauf que, tu sais, dans la tête des gens au Québec, dans la tête de l'électorat, tu sais, c'est une idée qui est lointaine, vague, incertaine. Donc, pourquoi véritablement, dans une vraie élection, je ne parle pas de sondage, là, mais pourquoi dans une vraie élection, un électeur dans l'isoloir pour une certaine forme de nationalisme identitaire auquel cet électeur-là tiendrait, pourquoi il voterait pour le PQ et une certaine forme d'incertitude alors qu'il pourrait voter pour la CAQ et quelque chose de plus concret? C'est pour ça que moi, personnellement, je ne crois pas que les appuis envers le PQ soient des appuis qui soient solides. Tout du moins, et là je me reprends, ce n'est pas un appui de la vision du Québec qu'a le PQ. C'est peut-être un appui dans le sens que les Québécois ou l'électorat québécois recherchent une alternative. Aujourd'hui, les électeurs québécois, après 5 ans, ont le goût de commencer à voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs, puis ils voient rien. Ils voulaient voir ailleurs que dans la CAQ, puis ils voient rien. Ils se tournent vers le PLQ, ils sont pas convaincus. Vers Québec solidaire, ils sont pas convaincus. Vers le Parti québécois, ils sont pas nécessairement convaincus, ils sont pas nécessairement d'accord, mais au moins, il y a une certaine forme de dynamisme, il y a une certaine forme de... Tu sais, on parle souvent de faire de la politique autrement. J'y crois pas vraiment à ce concept-là, parce que depuis Machiavel qu'on dit qu'il faut faire la politique autrement, là, donc ça fait des lustres, là. Mais... le Parti québécois arrive quand même à projeter une image de cohérence qui fait en sorte qu'on se dit, bon, ben, tu sais quoi, tant qu'à stationner notre vote temporairement quelque part, stationnons-le au Parti québécois. T'sais, au moins, aux autres, là, ils sont dynamiques, ils roulent. Puis c'est ça que je trouve étonnant, parce que cette alternative-là va vers le parti qui, jusqu'à récemment, avait juste 3 députés. C'est quand même impressionnant. C'est impressionnant. Ça l'est. Franchement, ça l'est. Ça l'est, puis regarde, je veux vraiment pas donner l'impression, parce que j'ai surtout mis l'accent sur ce qui me fait croire que c'est pas un appui à leur projet. Mais attention, là, je suis pas en train de dire que le Parti québécois ne mérite pas d'augmenter dans les sondages. C'est pas du tout mon propos. Au contraire. Dans le sens que je crois que il y a beaucoup de choses qu'ils font bien. C'est pas anodin. C'est-à-dire, s'ils montent dans les sondages, c'est pas anodin. Il y a bien sûr la question de l'image du chef qui donne... il a une certaine forme de sincérité qu'il dégage. On est d'accord, on n'est pas d'accord avec lui, mais c'est l'image qu'il projette, et puis tu sais, pour l'électorat qui veut peut-être des gens qui font de la politique un peu différemment, ils peuvent être attirés par ça. Le fait qu'ils aient été juste 3, mais qu'ils soient arrivés à brasser la cage jusqu'à arriver à siéger au Parlement du Québec sans avoir prêté allégeance au roi. Et sans même être dans le Parlement sans être, exactement. Pour échanger là-dessus, là, pour débattre. Alors, donc, tu sais, on se dit, oh mon Dieu, c'est des gens de conviction. Puis oui, ils ont montré de la conviction, ils ont montré... Tu sais, donc, il faut leur donner, hein, je veux pas leur enlever quoi que ce soit. La seule chose que je dis, c'est que le fait que ça monte dans les sondages, ça repose plus sur une certaine forme d'image, sur un certain besoin d'alternance que les Québécois ne voient pas ou ne trouvent pas dans les oppositions, plus que sur une adhésion à un programme politique ou à une vision du Québec. La preuve, la souveraineté, elle est stagnante. Je pense à 35% environ. Et encore, moi, j'y crois pas aux 35%. C'est ce que dit le sondage. Je crois au sondage. Mais je veux dire, j'y crois pas dans le sens que s'il devait y avoir un référendum demain, ça tomberait probablement à 25 ou 26. Je dis ça au hasard. Le chiffre, ça peut être 28, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a une idée sentimentale qu'on se fait de la souveraineté, pour laquelle, dans un sondage, on peut dire qu'on est favorable, mais le jour où tu dois la faire, il y a un véritable... tu penses 2 fois. Ouais, tu y penses 2 fois. C'est pour ça que je pense qu'on n'y est pas. Alors, si les Québécois qui donnent Paul Saint-Pierre Plamondon premier ministre devant
François Legault, et qui mettent le Parti québécois juste en dessous de la CAQ à 26%, mais la souveraineté, elle stagne, bon, ça veut dire qu'il n'y a pas une adhésion à leur programme. Qu'on le veuille ou non, la souveraineté, c'est la première chose. C'est leur article numéro 1, c'est leur raison d'être et d'exister, etc. Donc voilà. On va voir ce qui va se passer, mais comme je t'ai dit, moi, j'ai toujours trouvé ça quand même impressionnant. Puis les députés m'impressionnent aussi du Parti québécois. Ils sont excellents. Ouais. Honnêtement, ils sont excellents. Ouais. Passons maintenant au fédéral parce qu'il y a là aussi des choses qui bougent. On a parlé un peu de la descente, du déclin, un tout petit déclin, ou peut-être quand même pas considérable, mais un déclin qu'on aperçoit là, chez la CAQ. Mais il y a un autre déclin qui est beaucoup plus prononcé au niveau fédéral, au Parti libéral du Canada avec Justin Trudeau. Puis, ça va pas bien du tout. Ça va pas bien du tout. On a déjà parlé dans ce podcast-là du fait qu'il pourrait avoir aussi de la pression interne dans son caucus. Il y a plein de choses que depuis la dernière élection, puis je te dirais même avant, qui ne vont pas bien pour Justin Trudeau. Et tout récemment, il a dû reculer sur une des promesses, lui aussi une des promesses phares, là, donc la taxe au carbone qu'il a introduit pas mal partout au Canada, sauf au Québec, parce qu'on a nous aussi une autre politique là-dessus, donc ça n'affecte pas le Québec en général, mais c'est quelque chose qui, tu sais, comme on dit en anglais, he's banging that drum, c'est sa plateforme. C'est sa promesse clé, là, tu sais. Puis, c'est rendu, je pense, la fin de la semaine passée, dans les provinces atlantiques, où il a annoncé qu'il va faire une pause sur la taxe carbone à cause qu'eux autres, ils se chauffent en utilisant le mazout. C'est ça. Et, bon, c'est ça qu'il a décidé. Puis, il y a plein d'autres... il y a plein d'autres annonces pour les inviter à faire des changements, à passer dans le gaz naturel ou dans l'électrique, des subventions qu'il a offertes. Donc, des petits bonbons pour les inviter à faire le changement. Mais ça, je pense que c'était plus le show, c'était pour couvrir ce qui se produit en réalité. Puis en réalité, il y a peut-être une frustration au niveau de son caucus où les députés qui proviennent des provinces atlantiques sont vraiment pas contents et il y a une montée du Parti conservateur. Puis ça, c'est historiquement des votes faciles pour le Parti libéral du Canada. D'ailleurs, durant l'annonce, on a vu pas mal tous les députés, ou presque tous les députés atlantiques du caucus libéral qui étaient derrière lui. C'était la grosse affaire. Je sais pas si ça va l'aider. Chose certaine, c'est que l'annonce qu'il a faite dans l'Atlantique va avoir un effet négatif dans d'autres provinces qui vont se dire, tu sais, nous, là, on existe aussi. Nous aussi, on chauffe. Je sais qu'en Ontario, il y a aussi le mazout. Il y a d'autres provinces aussi. Ils chauffent en gaz naturel ou en électrique. Est-ce qu'on est moins important ou est-ce que nous, notre portefeuille est moins important que celui des Canadiens des provinces atlantiques? Qu'est-ce qui arrive? Puis là, je pense que Trudeau, il a dû pédaler un peu en arrière. Je ne sais pas c'est quoi que ça va donner, mais c'est certain qu'il y a quelque chose qui va mal au niveau de son caucus. Écoute, avant de parler de la considération plus politique de cette décision-là, je veux quand même dire une chose qui est super importante et qu'on a parfois tendance à oublier. Ce sujet-là, c'est la démonstration à quel point diriger un pays comme le Canada, aussi grand, aussi vaste, c'est compliqué. C'est très, très, très compliqué. Parce que, évidemment, c'est un vaste territoire avec des réalités qui sont très différentes d'une région à une autre, avec des intérêts aussi très différents. Et donc, en fait, c'est toujours très difficile à concilier. Puis là,
tu sais, j'irai même pas à juger la décision. On va parler peut-être des conséquences politiques de ça, mais tu sais, ça veut dire une chose. Ça veut dire que parfois, des décisions prises mur à mur au Canada, ça peut être compliqué à mettre en place. Mm-hmm. Puis là, on le voit. Moi, je trouve quand même que au-delà des considérations politiques, au-delà c'est-à-dire de quelles conséquences ça peut avoir, je trouve quand même courageux, il faut le dire. C'est quand même courageux de la part du gouvernement fédéral de prendre une telle décision. Parce qu'effectivement, depuis 8 ans, c'est quelque chose pour lequel le gouvernement s'est battu, est allé... c'est-à-dire, a fait la promotion de cette idée de taxe sur le carbone. Mais dans le fond, c'est leur plan environnemental majeur. Ben oui, c'est au cœur de l'effort de réduction des gaz à effet de serre et donc de lutte contre les changements climatiques. Là, ça, c'est certain. Mais tu vois, en même temps, on va se le dire, il y a aussi un contexte qui a aussi obligé à ça. Un contexte qu'il y a 8 ans, nous n'avions pas et auquel on ne pouvait pas penser. Celui d'une inflation aussi forte, aussi élevée, qui fait en sorte que les taxes sont perçues comme, comment dire, la couche de plus, celle qui nous met à terre. Tu sais? Mm-hmm. Et donc, c'est sûr qu'à un moment donné, les gens s'en sortent plus. Puis, la première chose que tu as envie d'enlever lorsque quand tu n'en peux plus pour faire baisser les prix, c'est d'enlever une taxe. Mm. Sauf que cette taxe-là, c'est pas juste des revenus pour l'État, parce que ça, à la limite, le gouvernement, il peut prendre cette décision-là, va devoir c'est pas aussi facile à dire, mais va devoir se réorganiser ses revenus et la gestion de ses finances. Mais par contre, c'est aussi venir perturber le plan environnemental qui a été mis en place. Alors, c'est sûr que quand tu es une province de l'Ouest où toi, tu te chauffes au gaz naturel et que par conséquent, tu es infiniment, j'exagère, mais tu es quand même... t'émets beaucoup moins de gaz à effet de serre en te chauffant au gaz naturel qu'en te chauffant en mazout. Mais toi, tu payes la taxe alors que tu pollues moins et que la partie du Canada qui pollue plus n'a pas de taxe. Mm. Tu sais, c'est sûr que ça crée de la frustration parce que cette inflation, elle n'est pas juste dans l'Est du Canada, elle est partout. Mm-hmm. En même temps, on va se le dire, les provinces de l'Est du Canada sont économiquement moins solides qu'une province comme l'Alberta aussi. Ouais. Tu sais, il y a quand même beaucoup de considérations là. Mais ça, c'est sur j'ai envie de te dire, c'est le contexte de tout ça. Maintenant, il y a des considérations politiques à ça. Les considérations politiques, c'est sûr que ça donne une impression d'être une sorte de recul. Puis pour une raison évidente, la population généralement n'aime pas les reculs. Même quand la population n'est pas d'accord avec quelque chose, un recul est perçu comme « Ah, OK, ils ne savaient pas où ils s'en allaient. Mm-hmm. Et donc, ils ont dû reculer. » Et là, je n'ai pas l'impression que le gouvernement fédéral ne savait pas où il s'en allait. Moi, je pense que le gouvernement fédéral s'est juste retrouvé devant une situation où il avait l'obligation d'agir en se disant « On est obligé de le faire. » Et on va vivre avec les conséquences politiques. Ouais. Mais ça vient à un moment aussi où l'opposition, là, les conservateurs en ont fait un slogan, Axe the tax, Axe the tax. Pratiquement à chaque semaine, il y a des vidéos de Poilievre qui sortent là-dessus. Et là, tout à coup, Justin qui revient sur cette décision-là. Mais tu donnes toute la raison à Poilievre. Et en fin de compte, c'est lui qui sort dire nous, on le savait, ça fait des mois maintenant qu'on le dit, on est content, puis là, il va falloir
retirer tout ce programme-là à travers le Canada. D'ailleurs, le NPD, il risque d'appuyer les conservateurs dans cette démarche-là. J'ai lu un article l'autre jour où Jack Metzing suggérait que oui, effectivement, on doit annuler toute la taxe, puis je ne sais pas investir où, là, mais si le NPD se joignent aux conservateurs, ben là, il y a un gros problème là, pour Justin Trudeau. L'autre chose que j'ai envie de dire aussi, c'est que, OK, maintenant, on pose la taxe carbone. N'oublions pas que le but de cette taxe-là, le gouvernement prenait ces revenus-là, puis il les remettait en crédit aux électeurs, aux citoyens. Est-ce qu'ils vont continuer à recevoir de l'argent ou non à cause qu'il n'y a plus de programme? C'est une autre question. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Ben, attends, c'est-à-dire que les revenus générés par la taxe, ils n'étaient pas retournés comme sous forme de chèque aux citoyens. Par contre, ça finançait des programmes des programmes favorisant la... OK. Moi, j'avais l'impression qu'ils recevaient une sorte de crédit quelque part ou... Mais peut-être par exemple dans la rénovation de leur maison, la rénovation, c'est-à-dire pour faire en sorte que il y ait moins de pollution, qu'il y ait plus d'efficacité énergétique dans les maisons. Donc là, techniquement, ça, c'est fini aussi. Investir dans les énergies vertes et renouvelables. Enfin bref, investir dans de l'énergie qui soit propre. Là, dans le fond, c'est un petit peu ça. En fait, l'idée ici, l'idée à la base, c'était d'aller vers une transition énergétique. Alors, quand tu poses la question, est-ce que c'est fini ça? Bon, je pense pas que ce soit fini. D'abord, ils ont suspendu la taxe dans une partie du pays, puis pas pour toujours. Quoique, on sait jamais ce qui pourrait arriver, mais tu sais, la question va se poser. Quel que soit le gouvernement qui est au pouvoir, quand bien même les conservateurs arriveraient au pouvoir l'an prochain ou dans 2 ans, ou peu importe. Tu sais, les changements climatiques, c'est un phénomène réel. Je veux dire, je sais qu'il y en a certains qui ne le reconnaissent pas, puis notamment le Parti conservateur ne le reconnaît pas, mais c'est réel. Il va bien falloir que quelque chose soit fait là-dedans, tu sais. Puis, écoute, je ne pense pas que le gouvernement doit cesser d'investir dans la recherche d'autres moyens énergétiques qui soient propres et renouvelables. Au Québec, d'ailleurs, on le fait très bien. Là, cette semaine, on a parlé des plans d'Hydro-Québec qui se comptent en centaines de milliards, pas de millions, de milliards de dollars pour plus de barrages, plus d'éoliennes, etc. Donc, il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse. Maintenant, il y a une gestion politique de ce dossier-là. Et c'est cette gestion politique qui est extrêmement complexe et extrêmement difficile. Puis, tu sais, c'est facile. On pourrait demain blâmer M. Trudeau puis ses ministres, etc., de pourquoi ils l'ont mis en place ou pourquoi ils l'ont enlevé. Non. La réalité, c'est pas... Il n'est pas là. La réalité, c'est comment tu fais en sorte que tu mettes en place, de créer une espèce d'adhésion autour de ça, et que si ça fonctionne pas, est-ce qu'il y a une façon pour toi de combler? Est-ce que l'idée ici était bonne de la retirer, ou est-ce qu'il aurait fallu une forme de compensation? Tu sais, ou est-ce que je sais pas, tu sais, même moi je le sais pas, je me suis pas penché sur la chose puis j'ai pas la vérité infuse, sinon je serais premier ministre du Canada. Mais parce que l'autre chose aussi qu'il faut pas oublier, c'est que bon, disons qu'il n'y a pas d'élection bientôt, tu sais, ou même en 2024, ou peut-être, je sais pas, vers la fin 2024, début 2025, je sais pas quand est-ce qu'ils vont faire l'élection, on connaît pas ça. Mais à un moment donné, si tu décides de revenir avec cette taxe-là, moi, j'ai l'impression que c'est pas vraiment une pause. Ils ont utilisé le mot « on va faire une pause », mais tu sais, j'ai envie de dire que ça reviendra plus dans les provinces atlantiques parce que, assumons que tu prends une pause, que tu prennes une pause 1, 2 ans, whatever, tu vas pas revenir avec ça en période préélectorale.
vers la fin 2024 ou en début 2025 non plus. Non. Donc, tu sais, d'après moi, c'est fini. Oui, mais C'est fini. en même temps, on va se le dire, c'est pas non plus en quelques mois que toutes les maisons de l'Atlantique vont passer au chauffage avec gaz naturel qu'ils ont peut-être pas. Enfin, je veux dire, qu'on peut peut-être pas leur acheminer directement. Il y a peut-être pas un système... regarde, je parle sous toute réserve parce que malheureusement, je connais pas les détails de ça, mais tu sais, je te le dis, moi, chez nous, on chauffe au gaz naturel et à l'électricité, donc c'est bi-énergie, là, dépendamment des températures. Puis, tu sais, mais nous, on a la chance ici au Québec d'avoir les infrastructures qui le permettent. Mais tu sais, est-ce que c'est le cas dans toutes les provinces atlantiques partout sur leur territoire? Je ne sais pas, je ne pense pas. Donc, c'est pas non plus l'an prochain que ça va se régler, c'est pas vrai. Cela dit, il va bien falloir qu'il y ait cette transition énergétique. Le mazout, on ne pourra pas l'utiliser ad vitam aeternam. C'est sûr que non. Il faut avoir un plan pour, excuse-moi l'anglicisme, mais phase out l'utilisation du mazout. Puis c'est là tout l'enjeu. Puis évidemment, on va se le dire, si l'enjeu était juste celui-là, politiquement, ce serait plus facilement de gérer ça. La réalité est plus profonde. La réalité, c'est que déjà à la base, entre l'Est et l'Ouest du Canada, malheureusement, il y a ces différences-là, ces enjeux-là, et entre l'Est et l'Ouest, c'est que souvent, on perçoit les intérêts de l'Est et de l'Ouest qui soient divergents. Alors, et puis, il faut remettre donc cet enjeu dans une perspective politique qui est plus globale, et je te renvoie à ce que je disais en tout début de segment sur ça. C'est pas facile de diriger un pays comme le Canada. Tu peux changer de parti politique aux 2 ans, aux 4 ans. Tu peux mettre les conservateurs, les néo-démocrates au pouvoir. Tu peux mettre les libéraux au pouvoir. Tu peux même mettre les bloquistes au pouvoir s'ils pouvaient arriver au pouvoir. Tu sais, la réalité, c'est que diriger le Canada, hein, c'est pas facile parce que la réalité n'est pas partout pareil. Et non seulement ça, n'oublions pas aussi qu'il est en gouvernement minoritaire. Donc, en plus de toutes ces décisions-là qu'il doit prendre, qui évidemment ne sont pas faciles, il doit toujours garder en tête cette balance-là qui doit garder une certaine satisfaction dans le Parlement pour demeurer au pouvoir, parce que, honnêtement, avec les sondages qui sortent, si on s'en va en élection demain, Justin Trudeau, c'est fini. Ouais, mais écoute, si on se fie aux sondages, on pourrait croire ça effectivement. Maintenant, la réalité, c'est que en théorie, le mandat actuel, il est encore bon pour environ 22 mois, parce que l'élection a eu lieu en 21, on est en 23, donc normalement, ça pourrait aller jusqu'au début de l'automne. 25, exactement. Donc, il resterait techniquement près de 2 ans encore au mandat actuel. Oui, c'est minoritaire, mais il y a cette entente NPD et libéraux qui leur garantit en théorie au moins jusqu'en juin 2025 de rester ensemble. Juin 2025, autant dire qu'ils finissent le mandat, là, on s'entend. Donc, on va voir ça. Mais c'est sûr que là, tu peux voir, pour les libéraux, ça pourrait être problématique, y compris à l'intérieur d'un caucus. Parce qu'à l'intérieur d'un caucus, il y a des gens... Tu vas avoir 2 types de personnes. Il y a des gens qui sont très militants pour les changements climatiques, puis je comprends et je respecte ça. Et j'adhère d'une certaine manière à cette lutte contre les changements climatiques, qui vont dire ça n'a pas de bon sens qu'on soit revenu là-dessus, d'autant plus que c'est une de nos mesures clés pour lutter contre les changements climatiques. Mais en même temps, il y en a d'autres, peut-être un peu plus pragmatiques, qui disent les changements climatiques, c'est extrêmement important, donc, et la lutte est donc importante contre les changements climatiques. Mais en même temps, les gens n'en peuvent plus. Avec l'inflation, ils sont plus capables. Il va falloir leur donner un peu d'oxygène. Ouais. Parce que c'est pas vrai qu'ils vont pas se chauffer parce qu'ils n'ont pas d'argent de quoi payer. Ça marche pas.
il faut leur donner un peu d'oxygène, puis cet oxygène, ça a été ça. Et là, tu pourrais voir un clash, y compris à l'intérieur des rangs libéraux à ce sujet-là. On va voir. La chose, par contre, qui saute là, dans nos visages, c'est que tous les moves, là, toutes les décisions que Justin Trudeau semble prendre maintenant pour corriger ce que tu as dit, là, la situation actuelle, ben, il se rapproche dans les politiques de ses adversaires. Je sais pas à quel point ça va être aperçu par le public, je sais pas. C'est pas la première fois, évidemment, qu'on voit un gouvernement qui fait du millage avec une idée de ses oppositions. Ça sera pas la dernière non plus. Mais tout ça pour dire que il y a une raison que les sondages montrent les conservateurs continuellement monter au Canada, et avec les décisions que Justin Trudeau prend, malgré lui, ben ça donne pas mal plus de renforcement aux conservateurs. Puis bravo pour eux, parce que ils choisissent des batailles pour, je parle des conservateurs maintenant, pour leur donner des galons. Puis je sais pas. Chose certaine, c'est que le contexte politique à Ottawa a beaucoup changé ces dernières années, ben surtout depuis que Poilievre est là, parce que je t'avoue, Salim, que depuis le tout début depuis que Justin Trudeau est premier ministre, depuis 2015, il n'y a pas vraiment eu une opposition. Il a pas mal gouverné sans vraiment avoir de problèmes jusqu'à récemment. J'ai envie de dire... Mais il n'y avait pas d'opposition. Il n'y avait pas d'opposition. J'ai envie de dire oui et non, parce que c'est sûr que quand il venait tout juste d'arriver en 2015, ben c'est sûr que les conservateurs se cherchaient un chef. Puis les néo-démocrates qui, à l'époque, voyaient le pouvoir à portée de main étaient sonnés. Donc, c'est sûr que... au tout début, Justin Trudeau l'a eu plus ou moins facile, dans le sens qu'il n'y avait pas vraiment d'opposition. Mais tu sais, quand même, après ça, les conservateurs ont quand même eu M. Scheer. Bon, les résultats étaient peut-être pas à la hauteur de ce que M. Scheer aurait souhaité avec les conservateurs. Il a quand même eu la pluralité des voix en 2019. Aux élections, donc quand même. Puis M. Singh, que tout le monde pensait que à la première occasion, les néo-démocrates allaient le sortir, ben, ils ne l'ont pas sorti, il est encore là. De toute façon, ils ont une autre culture dans ce parti-là, donc ils ne changent pas de chef rapidement parce que ce n'est pas un parti de pouvoir, ils n'ont jamais pris le pouvoir, donc c'est une autre culture. Donc, je ne peux pas dire qu'il n'avait pas d'opposition du tout, contrairement à M. Legault au Québec, qui, lui, littéralement, 5 ans plus tard, n'a toujours pas d'opposition. Ouais. Mais, non, ils l'ont eu. Bon, maintenant, écoute, chose est certaine, c'est que M. Trudeau et les libéraux sont au pouvoir depuis bientôt 8 ans. En fait, depuis 8 ans. 8 ans. En fait, je me rends compte que demain, c'est l'anniversaire du 8e anniversaire. En fait, voilà. Demain, c'est ça. C'était à 8 ans, donc quasiment jour pour jour que Justin Trudeau a gagné les élections, a pris le pouvoir. Et comment je vais dire ça? 8 ans, tu sais, qu'on le veuille ou non, c'est dur de gouverner quand ça fait 8 ans que tu es au pouvoir. Ouais. Parce que quoi que tu fasses, on va te critiquer. Si tu le fais bien, on va te critiquer. Si tu le fais mal, on va te critiquer. Ça, c'est la réalité de tous les gouvernements du monde. Hein. C'est pas juste celui de M. Trudeau. Ouais. Mais tu as raison de faire mention de Pierre Poilievre, parce que, il faut le dire, aujourd'hui, il a le beau rôle. Je pense qu'aujourd'hui, celui qui a le meilleur rôle dans la Chambre des communes à Ottawa, c'est M. Poilievre. Il est cohérent avec lui-même. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ses idées. Il reste que il y a une cohérence dans son message. Il y a une cohérence dans les messages qu'il martèle. Il a, à tout le moins dans la perception, je ne sais pas si c'est dans la réalité, mais dans la perception, il a adouci certains de ses messages, mais il frappe fort là où ça compte. Et il est en très bonne posture.
Il est en très bonne posture. Je te dis pas qu'il va gagner les élections, je ne le sais pas. On le saura pas, personne ne le sait, on verra bien. C'est surtout si c'est dans 2 ans, tu sais jamais ce qui peut se passer. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Mais il est dans une position qui est très enviable. C'est-à-dire comment je veux dire ça? Quand tu aspires à être Premier ministre du Canada et que tu sais que tu dois passer par la case chef de l'opposition officielle, tu as envie d'être dans la position de Pierre Poilievre. Ouais. Pierre Poilievre est dans une meilleure position que Andrew Scheer l'était en 2019. Il est dans une meilleure position que O'Toole l'était en 2021. Donc, tant qu'à être chef de l'opposition officielle en attente de devenir premier ministre, tu as vraiment envie d'être à la place de Pierre Poilievre aujourd'hui. Exact. All right, tout le monde. On va mettre fin à l'épisode. On va vous remercier encore une fois de nous suivre, de tous vos bons mots que vous nous envoyez, les commentaires. Partagez le contenu si vous l'avez aimé ou si vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait s'intéresser. Et allez suivre et vous abonner sur notre chaîne YouTube. On veut vraiment grandir cette petite communauté-là. Évidemment, on est sur toutes les autres plateformes, incluant toutes les plateformes audio où vous aimez télécharger vos balados préférés. Merci beaucoup, Salim. Puis on se voit la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Au plaisir. Ciao tout le monde. Bye.